je crois qu'on peut accompagner un drapeau, par exemple, par c'est la chanson de Keltoum, شباب ألفنا الصعب والمطلب الوعرة. C'est-à-dire, ça peut se conjuguer avec Keltoum et avec une autre chanson de Moutini Moutini. Voilà. Voilà. إذا نامت عيون فكنا بكور الطير نستقبل الفجر. Et pour cause. Maintenant, on peut, c'est-à-dire, voir, voir la chanson de Kultoum, c'est-à-dire cette chanson qui est pas mal, qui implique quelque chose en marche, avec une autre. Je regarde d'abord celui-là. avec موطني عهدنا وواجب من الوفاء. الشباب لن يكل همه أن يستقل ويدين. لا نريد ذلنا المؤبدة ولا عيشنا المنكدة. Je crois que ce sont des termes qui font toujours, je n'allais pas dire rêver, mais disons que ça donne de la tonalité. Et ça, c'est important quand on prend le drapeau, comme je vous ai montré l'autre jour, on va expliquer totalement. Les moyens pour le faire montrer, c'est-à-dire une couleur bleue, rouge, verte. Ça donne une première république marocaine. Avec les deux, je vous ai dit, donc Keltoum et Maoutini, c'est-à-dire, je crois que c'est une chanson irakienne, ça donne du piment à une musique qui suit toujours un drapeau, comme un repas et suivi par boisson. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va essayer de traiter un sujet qui me paraît le plus important et le plus important aussi, qui fout la merde dans toutes les sociétés arabes, et même dans toutes les sociétés en voie de développement, comme on disait autrefois, les colonisateurs, hein. Et j'intitule le posting, d'abord je commence à 5h21, c'est-à-dire un peu tôt, vu que je ne peux pas travailler dans un état normal, on m'emmerde à chaque fois. Et 5h21, c'est 5h21 du matin. Voilà. Même dans les autres postings, quand je dis l'heure, eh bien l'heure, je la prends en considération de 0h à 24h. Donc si je dis 5h20, ça veut dire 5h20 du matin. Voilà. Je m'appelle Rachid Laïdi. Voilà. Alors, je dis ce posting vidéo que je vais l'intituler une définition approximative, expérientielle. Si j'ai employé un petit peu les termes pour vous faire montrer qu'il s'agit d'une définition qui a plus une tendance d'une expérience et l'interprétation d'une expérience. Donc la théorie est inclue, mais à une certaine dose. Hein. Donc c'est celle de Bergeg. Bergeg aujourd'hui au Maroc, et comme on dit chez les Égyptiens, le Voltagui. Voilà, le Voltagui, le Bergeg, et dans d'autres, par exemple en France, où il y avait, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, on appelait ça les collabos. Les collabos, ceux qui vendaient les informations, et même parfois gratuitement, aux envahisseurs, et même aux colonisateurs, et ainsi de suite. C'est toujours un élément
important dans toutes les sociétés qui existent depuis toujours. Voilà. À l'époque, par exemple, ici dans la colonisation française, en 1955, jour de l'indépendance du Maroc, les gens sont accumulés dans le palais royal, parce qu'ils croyaient qu'il y avait quelque chose. Les gens aspiraient à une démocratie. Or, la démocratie ne venait jamais. Mais en tout cas, au premier jour, ils étaient entourés là-dedans, c'est pour montrer une certaine fierté. Et ils ont fait appel aux collabos qui ont travaillé avec le colonisateur français. Comme en France, on appelait, et chez les Algériens, on appelait ça les harkis. Harkis, voilà. Alors, ils ont fait appel à un caïd qui était le Baghdadi, et on l'appelait, bien sûr, vivre dans plein milieu. Personne n'osait faire rien. En chantant, Wal Baghdadi, Ch'ti le mandat, mais ch'ti hadi. C'est-à-dire, tu as vu le salaire qui tombait, et l'argent que vous avez pu gagner sur le dos des pauvres citoyens, eh bien, vous n'avez pas pu. Bon, ça, c'est le Bergeg, comme ça existait d'une façon, c'est-à-dire générale. Bien sûr, il y a d'autres différences. Et le Bergeg, c'est comme je l'ai dit l'autre jour, est supérieur à Beltagi. Beltagi, en Égypte, il a une seule fonction, et puis le Beltagi, il est venu bien après le Bergeg. Le Bergeg existe ici depuis au moins 1960, mais sinon, il existe depuis 4 siècles, c'est-à-dire depuis 1630 à peu près. C'est tellement vieux, c'est tellement ancien. Et M. Bergeg, je l'avais déjà expliqué dans mon posting écrit, qu'au début, il y a une sorte pas de collaboration, mais au début, il y avait un roi, pareil, c'était un juif qui gouvernait le Maroc. Pendant 20-30 ans, je crois. Donc, c'était juste avant cette dynastie. D'accord. Bon. Et bien entendu, le juif, comme son habitude, il n'ose pas laisser la place vacante, et il a besoin de foutre la merde et bien sûr, de contrôler. Même en Israël, si vous voulez, et même les Palestiniens, tout le monde sait que le Maroc est une affiliation juive, c'est-à-dire là où ils étaient, là où il y a un milieu ambiant ici au nord. Or, ce qui est contradictoire, c'est que les Marocains ne sont pas attitrés où sont les juifs, ce sont des gens qui sont en majorité des musulmans. Alors qu'ils soient arabes ou qu'ils soient berbères, il y a une seule entité religieuse. Et c'est ça ce qui est important. Bien entendu, si on remonte encore plus loin que l'histoire, c'est-à-dire si on va vers le XIe siècle par exemple, eh bien, ou même avant Mahomet, avant la venue de l'islam, il y a les berbères qui étaient dans la religion. Et j'en considère, par exemple, les Souss, ils sont toujours dans leur département, toujours pris avec la trousse. Ah oui, c'est pas le mot. C'est comme les Juifs, avant Moïse, c'était le veau doré. Voilà, ça existe toujours. Donc, c'est-à-dire, il y a une affiliation juive, c'est-à-dire, même eux, quand ils sont rentrés dans l'islam, c'était pour le commerce, c'était pour qu'on laisse faire leur commerce, c'était pour qu'on laisse par la suite à foutre la merde. Voilà. Et donc, c'était ça. Mais la majorité ne sont pas. Et même les gens qui sont rentrés parmi les berbères, ils sont convertis en islam, ils sont devenus des très bons musulmans. C'est-à-dire, on sait qu'est-ce que c'est un musulman. Un musulman, c'est d'abord le Coran et le Sunna. C'est-à-dire, le Sunna, c'est-à-dire le comportement écrit et ce qui a été dit et fait par le prophète. Voilà. Mais si vous prenez juste le Coran, quand on vous dira, par exemple,
والضحى والشمس ما ودعك ربك وما لا ولا الصوت. وأما اليتيم وأما السائل فلا تنهر وأما ربك c'est-à-dire c'est-à-dire il y a une application d'une méthode, d'un comportement. Or ici ça se fait pas de la part des juifs, il va de soi, mais de la part aussi des tous et de grande partie des Bérbères. C'est-à-dire pour eux, ceux qui sont dans la misère, eh bien pour eux c'est une chance pour les exploiter encore plus. Et ça c'est une très grave décision parce que ça met en exergue beaucoup de fonctionnement d'une société qui fonctionne sous un autre rythme, sous une autre, d'autres auspices, mais pas l'islam. C'est-à-dire l'islam qui est un comportement. C'est pas l'islam au sens salafi, ou au sens frère musulman, ou au sens sunna, et ainsi de suite. Mais l'islam est tout court, hein. C'est-à-dire tout court, tout le monde peut le lire. Hein. Le Coran est traduit dans toutes les langues, et puis vous verrez si ce comportement équivaut à ceux qui veulent salir cette image de l'islam. Enfin, ça c'était pour vous donner un aperçu de ça. Et alors, je dis, le Berger l'autre jour, et il est, enfin, on essaie de faire un petit bout de papier pour essayer de vous expliquer un petit peu. Voilà. C'est une vue. Alors, le Berger, comme je l'ai dit l'autre jour, est divisé en trois parties. C'est-à-dire, il y a le Berger qui fait partie de la police. Hein, ce sont des gens qui ont une affiliation de la police nationale, c'est-à-dire sous cette forme. Il y a l'autre qui sont des brigades, mais ils sont affiliés aux gendarmes, et puis il y a des brigades qui sont affiliés, comme je l'ai dit, au palais royal. Le palais royal, alors là c'est le pire des pires, parce que là, et le courant, ou si vous voulez, le dénominateur commun entre tous ces brigades, c'est la vue du psychopathe juif. Alors le juif, bien sûr, ne date pas que de ces protocoles des sages de Sion, mais il date bien sûr bien avant. Mais dernièrement, je suis tombé sur un livre d'Henry Ford, hein, il parlait du juif à l'international, et là on voyait bien sûr les protocoles. Alors les protocoles, on en parle, hein, on en parle. C'est-à-dire, et on arrive quand même à trouver une ressemblance avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors, par exemple, dans le protocole, je vais le dire ici, dans le 17e protocole, par exemple, hein, il parle par exemple de la police. Bon, alors la police, il dit, notre gouvernement ressemblera au niveau du four chaque descendance, c'est-à-dire, voilà, et il n'y aura rien de déshonorant alors d'être un espion, c'est-à-dire un brigadier. Au contraire, ce sera regardé comme honorable. Et c'est justement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Par exemple, les gens ont plus de respect pour le brigade que pour quelqu'un qui en connaît deux ou trois mots. Hein, c'est-à-dire le brigade, c'est celui qui est la masse ou le dénominateur commun de toute une société. Alors, d'autre part, les porteurs de fausses nouvelles seront sévèrement punis pour empêcher l'abus de privilèges de l'espionnage. C'est-à-dire, ils choisissent leurs espions. Alors, leurs espions, en général, ils sont dans toute une société. Hein, mais en général, ils utilisent la populace. Les gens qui sont démunis, non intellectuels et des illettrés, ça c'est le privilège. Hein. Alors, nous choisirons, nous échangerons dans les hautes et dans les basses classes de la société. Ça, a été écrit par des juifs. Mais enfin, moi je crois que le protocole des sages de Sion a été écrit par d'autres personnes autres que les juifs. Ça, mais seulement les juifs, ils ont ça peut être aidé par les juifs, mais ils ont une envie de venger
leur mellah, leur situation, dégénération de tous les siècles passés, et ils veulent avoir aussi leur mot à dire dans la société. Alors, celui qui n'a pas les moyens de faire de quoi que ce soit, le moindre, la moindre des choses, c'est Shetima, comme disent les Égyptiens, c'est-à-dire de menacer les autres. Ça, c'est la moindre des choses. Et avec cet effet psychologique, eh bien, il construit tout un monde, tout un arsenal. Voilà. Alors, ça, c'était pour le 17e protocole. Si maintenant je prends le 13e protocole, hein, alors, c'est le 14e, 13e protocole, pour montrer comment voilà. Le besoin du pain quotidien obligera les gentils, c'est-à-dire les grands c'est-à-dire le gouvernement et ceux qui dirigent le pays, à tenir leur langue et à rester nos humbles visiteurs. Voilà. Nous aurons demandé que ce qui a été décidé soit abrogé tout spécialement parce que nous aurons tout coloré de notre intention d'aider au progrès. C'est-à-dire, pour eux, le progrès, c'est leur point de vue, c'est leur façon de voir le monde, et si leur façon est petite, eh bien, c'est cette petite chose et ils vont essayer de faire avancer. Or, le monde n'avance pas seulement avec eux. Il y a tout une marche chrétienne, la marche normale ou une marche ordinaire, mais c'est une marche qui ne dépend pas d'une seule vision des choses. Alors il dit ensuite, dans le petit sous-chapitre commerce et industrie, afin de détourner les gens à agiter des questions politiques, nous leur fournirons de nouveaux problèmes concernant le commerce et l'industrie, par exemple, qui s'excitent sur ces questions tant qu'ils le voudront. Les masses ne consentent à s'abstenir, à se détacher de ce qu'elles croient être l'action politique que si nous leur procurons de nouveaux amusements. Le commerce, par exemple, que nous essayons de leur faire passer comme question politique. Nous-mêmes avons amené les masses à prendre part à la politique pour nous assurer leur appui dans notre domaine. C'est-à-dire personne ne peut y penser par son propre imaginaire. Je veux dire, enfin, vous regardez, vous tapez protocole des solutions et vous regardez tous ces protocoles 13, 14, 15, 16. Alors, ensuite, bien entendu, je crois dans le 18e, 19e, 20e protocole, on parle d'un centre de leur fonction. Voilà. C'est-à-dire il y a un attachement à un endroit. Cet endroit, c'est l'Europe. Voilà. On parle au hasard des choses. Voilà. C'est-à-dire ils veulent montrer comme quoi que ils sont plus attachés à un État, c'est-à-dire à un continent même, que d'être à la rencontre. Voilà. Et donc, à mon avis, il s'agit il a été écrit par des gens qui en veulent le jour. Et ces protocoles ont été élus par tout le Troisième Reich en Allemagne. C'est-à-dire, c'était un début d'Auschwitz et de Dresde. Donc, les personnes qui ont attribué cet écrit aux Juifs, c'était pour se débarrasser des Juifs. C'était pas donc des Juifs. Et ça peut même être à la limite des gens qui connaissent les entrailles des Juifs. Par exemple, des femmes. Hein, c'est-à-dire les femmes européennes. Et puis, voilà, on a mis les choses bien en place. Et comme le psychopathe est un idiot d'origine, c'est-à-dire c'est la définition première, et d'abord un idiot, parce que on n'est pas comme ça
psychopathe pour une raison ou une autre, mais d'abord pour s'amuser, pour se faire amuser. Et c'est ça, c'est ce qui rend ces protocoles un peu visibles et même plus visibles. J'ajouterai à ces protocoles, hein, ils sont, je crois, de 24 protocoles, il y a 24 protocoles, hein, moi je pourrais ajouter même le 25e. Et ensuite, juste le mot et ensuite, parce que le monde ne s'arrête pas dans ces protocoles, le monde continue. Les civilisations, il y avait une civilisation grecque, terminée. Puis il y avait une civilisation romaine par la suite, terminée. Ensuite, il y a eu des civilisations musulmanes, terminées. Et nous sommes des civilisations encore chrétiennes, et voilà. Donc, il y aura toujours un ensuite, et ensuite. D'accord? Ce qui veut dire que les protocoles, on peut ajouter 25e point ensuite. C'est un défi, si on veut, oui, parce qu'il s'agit effectivement d'un défi, puisque ils sont tenus en considération ces protocoles dans les sociétés, toutes les sociétés arabes. Donc on peut ajouter ensuite, on peut dire, ensuite on peut parler du printemps arabe. Parce que le printemps arabe, c'est voilà, c'est-à-dire tout ça, hop, c'est fini. Hein. Quand on commence à parler d'une démocratie arabe, c'est-à-dire on quitte ce genre de protocole. Hein, on quitte ce genre de psychopathie. Et c'est ça, c'est ce qui est important. Alors, quand vous regardez ce Bergel, il a cette dimension. Vous lisez les cas, par exemple, vous voyez exactement ce qui est dans ces parties, hein, dans certains voies, dans certains chapitres et sous-chapitres, vous verrez que ce qui est en train de se faire, il existe déjà. Donc personne n'oserait dire ça vient de nous, hein, ça vient c'est nous-mêmes qu'on fait les choses, ce sont les Arabes, ce sont les... Non, c'est déjà fait, c'est déjà écrit, et c'est déjà, je vais dire, consolidé dans des bases énormes, puisque ça fonctionne, et si je parle par exemple du Maroc, ne serait-ce qu'une cinquantaine d'années. Alors, de 1968 jusqu'à nos jours, cette base est la base du travail de tout Bergeg. Hein. Alors, donc, si on peut prendre le Bergeg dans le sens comme définition négative, celui qui s'occupe de ses ennuis, qui fait son travail, qui essaye de progresser dans la société avec ce qu'il peut, je crois que c'est le nom Bergeg. C'est-à-dire, du moment que vous commencez à voir ce qui se passe chez les autres, et non seulement pour ça, c'est déjà le regard interne, par exemple l'esprit caméra, moi comme je l'ai ici, c'est déjà du twergig, c'est l'adjectif du twergig. D'accord? Ça veut dire que vous êtes déjà brigade. Si vous vous occupez de vos ennuyants, ça constitue le nom de gag. Vous faites votre travail, vous faites. Mais est-ce que les gens vont vous laisser travailler? Est-ce que il n'existe pas d'influence et il n'existe pas d'attraction vers ce monde de gag? Ça, c'est toute la question. Parce que si nous admettons que les gens ils ont déjà leur occupation, comment on les attire? Eh bien, on les attire, je crois, par la pauvreté. Les gens sont misérables. Celui qui touche 2-3 sous, il ne peut pas se permettre de faire vivre toute une société. Je veux dire, sa propre société, sa famille. Et donc, le Bergag est supérieur à Beltagé,
Parce que le bergeg est une notion plus importante que le bergeg. Le Beltagi, il vient du bergeg. Beltagi, c'est une force physique, mais le bergeg est une force psychologique. C'est-à-dire, et à la fois, il touche la cellule des gens, la cellule psychologique, parce que le principal de ces protocoles et de ce qu'ils veulent faire, ces psychopathes de juifs, c'est la cybernétique de l'État. C'est-à-dire rendre les gens, c'est l'automation, c'est-à-dire les automates et des robots. Ils sont là comme des esclaves plus développés. C'est-à-dire ils ne sont pas là à la tâche, mais ils sont sous une forme d'une certaine logique qui consiste à faire de montrer une certaine voie, et à partir de cette voie, tout le monde n'a pas le droit de sortir de cette voie. Vous comprenez? Par exemple, je prends une société, une famille, bon ben, l'enfant peut aller à l'école, on lui donnera tout ce qui est de merde parce qu'il n'y a rien de profond. Et puis, c'est pour ça qu'on voit, il n'y a pas de niveau intellectuel, ne serait-ce que pour savoir où il vit. Ensuite, le diplôme ne veut pas dire autre chose que de trouver un emploi, parce qu'ils ont créé le CV, et le CV, le curriculum vitae, hein, pour trouver un job. Un job, par exemple, dans les pays arabes, il peut être diplômé, je ne sais pas moi d'où, de Sharia par exemple, et il peut occuper un poste d'ingénieur-chef, hein, en agriculture, je ne sais pas quoi. Il peut être, et vice versa. Hein. C'est-à-dire, il n'y a aucune relation de cause à effet. Ensuite, il peut être, c'est-à-dire même dans sa fonction, et il n'y a aucune base. Donc les gens, ils sont dans un manque de formation, d'intellectualisme, évidemment, et c'est ça ce qui rend cette société marche sur ce pied, ni plus ni moins. C'est-à-dire, ce sont des porteurs. Et une fois qu'il arrive à ce poste, donc il y a une discontinuité entre ce qu'il avait appris à l'école et ce qu'il est en train d'exercer comme job. Voilà. Et donc, ce n'est pas un travail, comme je vous ai dit, c'est un job bien sûr en anglais, mais un job au sens français du terme, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est temporaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser sur ce travail. C'est un job, on peut le faire un samedi dimanche. Soit ici, on peut le faire tout au long, c'est-à-dire en 8h, midi, 2h, 6h, mais c'est un simple job, c'est-à-dire ce sont des gens qui occupent des bureaux et il n'y a rien dedans. Tout le monde là, comme on voit dans les films égyptiens, dès qu'ils arrivent, bon, ben, il y a le petit déjeuner, on s'occupe de ce qu'ils avaient fait hier, et puis le travail peut s'accumuler autant qu'il veut. C'est-à-dire il y a une monopolisation de cette pensée arabe, de cette pensée pas arabe. À partir de là, le jeune personne, bien sûr, parce que la fille est tributaire d'un homme, bien qu'elle peut marier, mais elle ne peut pas, c'est-à-dire plus qu'il y a, alors, pas de tradition, mais sa liberté, c'est tout un machin, et ça, c'est pas dans le rythme d'une société moderne. Alors, donc, il va travailler il va faire un job, un travail, différent de ce qui était, comme je vous dis, à l'école. Alors là, la voie s'ouvre au Zwergig. Voilà, s'ouvre au Zwergig. C'est-à-dire, le Zwergig s'introduit. Vous voulez être un chef de service, eh bien, il faut arriver à avoir des tenants et des aboutissants dans votre travail. Ensuite, bien sûr,
il y a le mariage, et ensuite les enfants. Bon, c'est-à-dire il va passer toute une vie où il n'y a rien. Il y a une espèce de machine de Charlie Chaplin. Bon voilà, ce sont des vis qui se roulent, et chacun va faire un vis, et puis hop, et tapis roulant roule, et puis il y a voilà. C'est ça le monde où vit hein, les Marocains, les Arabes, les 22 pays arabes. Et je dirais même dans les pays le Vietnam, ou en Asie, ou l'Afrique noire. Alors, là, je rentre, je vous ai dit, c'est-à-dire une définition un peu approximative, parce que ça donne un peu plus que ça, tout cela. Hein? Je vous ai fait une espèce de taxinomie, et maintenant, je vais essayer de vous dire que la relation qui peut exister, c'est une relation d'un bagage simple, un bagage moyen et un bagage compliqué. Alors, bagage compliqué, on ne peut pas l'avoir dans les sociétés. Parce que la définition de brigade se base sur la populace. Un brigade compliqué, c'est les gens des intellectuels. Ce sont des gens qui ont une certaine façon de voir, d'appréhender le monde. Ce que je suis en train de dire, c'est dit par beaucoup dans la société, ne serait-ce que de 3%, eh bien, nous serions déjà dans une première république marocaine. Et ça, ils ne peuvent rien. C'est-à-dire, leur monde de protocoles, comme vous disiez, c'est-à-dire, ils tiennent une place prépondérante à ce que l'enseignement soit donné à une certaine fonction. Par exemple, il y a le 16e protocole, il dit en vue de détruire toute espèce d'entreprise collective entre autres que la nôtre, c'est-à-dire à eux, nous annulerons toute œuvre collective dès sa naissance, c'est-à-dire personne n'aura le diplôme, ou si on voit qu'il n'est pas dirigé vers le robotisme, hein, c'est-à-dire vers un travail discontinué, et ainsi de suite. Ah, si vous commencez à réfléchir avec ce que vous avez de l'université, eh bien eux, ils vont essayer de vous réduire à néant. Voilà. C'est-à-dire, ils cherchent cette façon. C'est-à-dire, autrement, il n'y a personne qui il dit, par exemple, les chefs et les professeurs des universités, toujours dans le 16e protocole, des universités seront spécialement préparés aux moyens de programmes d'action perfectionnés et secrets dont ils seront instruits et ne pourront s'écarter sans châtiment. Ils seront désignés avec. Bon, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est un réseau. Et ce réseau, il fonctionne dans toutes les institutions d'une société, d'un État, même. Ouais. Parce que maintenant, on prend l'enseignement et ce 16e protocole est valable aussi dans les pays européens et dans les pays en Amérique et au Japon, par exemple. Pourquoi? Parce que quand vous voyez le décalage entre l'enseignement et le chômage, ça vous sort tout de suite qu'il y a quelque chose qui est différent. Comment ça se fait que des gens qui apprennent quelque chose, ils n'arrivent pas à mettre ça en pratique? Parce que il y a cette espèce de donner un tel papier à leur monde. Et s'ils arrivent à y aller plus loin, eh bien, il faut qu'ils soient dedans. Hein? Il faut qu'ils arrivent à voir le mode principal des personnes, comment ils pensent, comment ils voient, et de telle sorte, bien entendu, l'objectif est toujours là, de détourner la personne, ou détourner ce petit groupe, puisque ça démarre toujours par une personne, un petit groupe, à de leurs objectifs à leurs objectifs à eux. C'est-à-dire, ils veulent avoir un monde, et ce monde, c'est ce qui est en train de, ce qui est en train de se faire depuis, comme je l'ai dit,
plus d'un siècle. Et au Maroc, il y a une cinquantaine d'années, de 1960 jusqu'à nos jours. C'est pour ça, par exemple, quand on voit le coup d'État militaire de Skirat de 1971, eh bien, les officiers militaires, ce sont des gens qui y avaient une certaine idée et un certain intellectualisme, et puisqu'ils avaient tous fréquenté le palais royal, hein, ils savaient ce que c'est ce palais, sur quoi il se base et sur quoi il marche. Un militaire, vous ne pouvez pas, c'est un meilleur observateur que la société peut donner. Voilà, parce qu'il n'a que ça, il regarde ce qui est en train de se faire. Et là, ils ont vu ces protocoles, ils ont vu, bon, peut-être ils n'ont pas lu ces protocoles comme ils sont, mais ils ont vu les choses dans leurs actions, comment ça fonctionne, comment ça se travaille. Et là, ils avaient fait leur coup d'état militaire. Et là, je considère qu'ils avaient réussi, parce que, par exemple, quand je vois la manifestation en Égypte, on parle de comment Kesh Malik, c'est-à-dire chez le roi, la comparaison n'est pas tellement là, parce que quand on joue aux échecs, échec au roi, c'est un simple échec. Mais quand par exemple au Skirat, il y avait un échec et mat. Il faut le dire, il y avait un échec et mat. Le roi était dans les toilettes. C'est tout. C'était clair. C'était clair, ça c'est derrière. Alors la différence, c'est qu'il y a une autre variable qui joue, variable du terrain. Et c'est là qu'on ne peut pas faire une comparaison avec le jeu des échecs. Hein, c'est pas un cauchemarique, c'est un échec pour ce qui est en train de se faire en Égypte. Morsi devrait faire un gouvernement d'union nationale parce que il y a les élections qui s'approchent et l'opposition politique a bien fait mobiliser toute une société égyptienne et déjà ils l'ont mobilisé pour la constitution avec juste 1 sur 5 Égyptiens qui ont pu voter oui, c'est-à-dire ils disposent de 4 autres, des 4, le reste, c'est-à-dire les 4 Égyptiens qui sont en train de mobiliser pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale égyptienne. À la Fikra, le Sénat, c'est-à-dire ce qui est en train de se faire aujourd'hui en représentation de l'Assemblée nationale, les députés, c'est-à-dire le Sénat, moi je crois qu'il n'a pas intérêt à y être. Il faut qu'il se dissolve parce qu'il n'a aucune fonction. Les sages. Les sages, d'abord, une société, quand on commence à parler des sages, c'est-à-dire déjà vous avez traversé un bon chemin. Vous êtes déjà dans une démocratie, vous êtes déjà installé, vous n'avez pas de problème. Et là, les questions commencent à se considérer, à se travailler dans une certaine sagesse. Si on a besoin des sages pour dire. Or ici, cette notion ne peut exister parce que déjà, vous avez besoin des infrastructures, vous avez besoin de faire passer les gens d'une nourriture de fèves, de halat moulokhia, au poulet, au poisson, et bon, c'est du travail tout ça. Vous n'avez pas besoin de sages pour ça. Vous avez besoin d'un travail. Hein, et les députés égyptiens comme les députés arabes, ils doivent travailler ça en conséquence. On peut parler d'un gouvernement fantôme, comme il existe en Grande-Bretagne, c'est-à-dire un gouvernement de l'opposition qui suit ce qui est en train de se faire dans la majorité. Mais il n'a aucun effet sur la situation. Là, le Sénat, il a un effet. Au moins l'effet est de retarder tout travail de l'Assemblée nationale. Alors si l'Assemblée nationale rentre avec une autre couleur qu'une couleur des frères musulmans, il me paraît que le jeu commencerait à devenir difficile, parce qu'on ne peut pas gouverner une société avec un gouvernement, comme on dit, à plusieurs têtes, à 2 têtes au moins.
à la tête du président de la République, Maurice Morsi, hein, c'est-à-dire tout ce que la Constitution lui avait accordé, et tête de l'Assemblée nationale. Alors, bien sûr, le Sénat il est toujours aux mains des islamistes, mais je crois qu'il faut que la situation politique soit plus intelligente que ce que nous sommes en train de vivre. Et là, c'est à l'intelligence, là, je viens de dire avant de commencer le posting à Nil News, eh bien, on parlait de la belle Mouna qui donnait l'information comme quoi le président avait reçu Ayman, un opposant politique. Bon, mais ça, c'est pas le fait de faire introduire une personne que vous avez un échantillon, que vous avez un gouvernement d'union nationale. Un gouvernement d'union nationale est un gouvernement où tous les opposants politiques ont une place dans le gouvernement. Vous allez me dire à quoi ça a servi. L'étape, ça a été manqué. Voilà, tout simplement. L'Égypte a sauté une étape. L'Égypte a sauté une étape, tout simplement. On est rentré tout simplement. C'est comme il y avait une espèce de convoitise pour le pouvoir, hein, vu qu'ils étaient en opposition pendant un certain temps. Hop, ils sont rentrés, ils ont voulu tout encercler. Et ils sont aperçus qu'à la fin, ensuite, que ce n'est plus possible. Ils ne peuvent pas. Il est impossible. Parce que le peuple égyptien est un peuple vivant. C'est pas comme nous sommes en train de vivre ici. Ici au Maroc ou en Algérie, eh bien, les gens sont en plein sommeil. Hein. Par exemple, ici, nous aurons le mercredi 20 février, il y aura l'anniversaire deuxième anniversaire de ce mouvement du 20 février. Le 20 février, le premier, il croyait, l'autorité marocaine croyait qu'il y avait un mouvement, et puis tout cela va se terminer. Alors, ils ont accordé le dimanche. Or, le mouvement chez les pays musulmans, donc voilà, nous sommes des musulmans, c'est le vendredi, pas le dimanche. Hein. C'est une notion, comme chez tous les musulmans. Alors, on accordait l'autorisation de manifester un dimanche parce que ils veulent avoir un certain repos de sécurité. Et, bon, ça sert à rien tout ça. Ça sert à rien. Alors le 20 février, l'année dernière, c'était, je crois, c'était un lundi. Aujourd'hui, cette année, il va tomber sur le mercredi. Un mercredi. Alors, évidemment, toute la sécurité, ils sont et il n'y a rien à sécuriser. Les gens vivent dans la merde, il faut le dire, dans les 22 pays arabes. Et un gouvernement, et ici, bien sûr, nous avons le palais royal, et donc c'est un État dans un État. Hein. Alors, à quoi ça sert? À quoi? Il n'arrive pas à donner une solution aux problèmes des gens, ni عايش ni مسكن ni c'est-à-dire ni habitat ni bouffe. Et que voulez-vous que j'en parle pas de, c'est-à-dire le salaire du travail est inexistant, la sécurité sociale est inexistante, les villes sont engorgées jusqu'au bout alors que vous sortez de Rabat à 100 km, de Marrakech à 100 km, de Casa à 100 km, il y a le désert. Hein. C'est-à-dire il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a aucune gérance, il n'y a aucun travail qui peut se faire. Ça remonte bien sûr des milliards. Les milliards, ils en ont accumulé des milliards. Alors, les gens demandent leur dû. Ils disent non, nous avons droit à tout ça. Ils ne demandent pas quelque chose qui est à l'extérieur. Ils demandent juste de quoi vivre et de quoi manger. C'est-à-dire, ils demandent un travail honorable, pas un travail de brigade. Faire revenir à la situation de brigade, puisque l'objectif de cette posting est de le redéfinir et de le définir autant qu'on peut.
il y a des gens qui comprennent puisque ce posting il s'étale sur d'autres sujets. J'en parlerai un mot sur le Mali, un mot sur l'intervention française et un mot sur l'Europe, c'est-à-dire, mais aussi je vais essayer de dire un mot sur le Liban. Hein. Le Liban, j'ai écouté aussi hier et avant-hier le 14 février, hein, pas le chef de l'opposition, mais un des leaders de l'opposition, eh bien, on dirait qu'il n'était pas animé d'une vision politique. Il y a un manque. Et donc, il est prêt à travailler avec Nasrallah, très bien. Mais il faut qu'il y ait une avancée politique dans ce sens. C'est-à-dire, si vous vous occupez tout le temps de ce qui est Assad, oui, bon, les choses suivent leur cours, mais vous avez un pays. Vous voulez travailler avec Nasrallah, il faut lui montrer quand même votre intention. Nasrallah, hier, quand je l'ai écouté, aussi c'est la même chose. Il est pour une vision plus large de ce Moyen-Orient, et je crois, si on essaie de lire entre les lignes, il est pour l'existence d'Israël là où il est. C'est-à-dire, sous un certain angle, eh bien, il fait confiance à un psychopathe. Parce que le psychopathe juif, il n'a plus rien maintenant. Il ne peut ni frapper, ni, ni envahir le Liban comme c'était auparavant. Mais il faut savoir que à la première occasion, il le fera. Parce que la case psychologique des juifs, c'est comme un enfant. C'est pour ça eux, il adule les enfants. Ce sont des gens qui ont une certaine approche des choses non adultes. Et Nasrallah, il suit. Il disait hier pourquoi les collines de Sabra et on aimerait et de Kabachoura et les femmes de Kabachoura. Donc il préfère mieux avoir une solution plus générale où les Palestiniens ont tout le État. Oui, d'accord. Mais vous êtes au Liban. Vous voulez faire Salah Abdel Ayoubie, là vous pouvez le faire, vous avez de quoi? Vous avez plusieurs missiles, vous avez des milliers, des dizaines de milliers de missiles. Donc, les Juifs peuvent trouver le désert de Namibie facilement. إذا الفجر مطل كالحريق. Voilà, c'est ça. Et je crois que son problème est de ne pas oser trouver la solution rapide. Parce que de donner le temps au temps, comme disait Mitterrand, eh bien, ce n'est pas valable dans le cas du Liban. Valable dans le cas de Nasrallah. Ce juif, ni juif là, il ne respire pas d'abord les Arabes. Il n'aime pas les Arabes, il n'aime pas les musulmans, il n'aime pas les chrétiens non plus. D'ailleurs, ils étaient contents quand le pape annonçait son retrait. Voilà. Il y a des familles qui sont rentrés dans les églises pour exprimer leur joie. Mais ça rentre dans les protocoles, comme je vous ai dit, les protocoles. C'est-à-dire les gens qui en ont marre et ils veulent avoir une société. Alors, bien entendu que le grec, il utilise toujours les autres pour faire passer ses instincts. Par exemple, moi, quand mon truffé ici de micro, c'était pas des juifs qui est venu là pour. C'était des Arabes, des Berbères. Celui-là, il va nous réparer un plombier, celui-là était un peintre, celui-là était un électricien. Eh bien, ils ont fait des. J'ai besoin d'un spy camera, mais un détecteur de spy camera, qui va me le vendre? Ça se voit même pas au Maroc. Qui peut encore me ramener de l'étranger? Donc ils utilisent des moyens. Et je crois que Nasrallah,
elle est, elle est dans ce cas, elle est embobinée. Hein, il est embobiné. Il se croit qu'il a un dessus sur les juifs. Le dessus que vous pouvez avoir, comme je te dis, j'ai les Égyptiens, parce que je vois beaucoup la télévision égyptienne, euh, le seul moyen c'est de ne pas être attrapé, pour ne pas souffrir chez eux, c'est le seul moyen. Sinon, eux, c'est la psychologie, ce sont des agents, c'est tout. Donc, lui, je crois il est embobiné. Ah, mais j'ai peur que ces calculs tombent à l'eau. C'est-à-dire, si guerre existe, parce qu'on parle, si on sent la tonalité du discours de Nasrallah d'hier, eh bien, c'était le samedi 16, le 13, voilà, c'était une tonalité de guerre. Hein, il y a une guerre qui se profile. Pas un horizon lointain, mais un horizon à court peut-être, ou à la limite moyen terme. Mais si guerre existe, eh bien, ma wara'a wara'a Haïfa, il faut l'appliquer. Il n'y a plus de wara'a wara'a, il y a dedans de l'opposé. Il faut qu'il y ait une occasion, il faut qu'il y ait. Comme je l'ai dit, les Juifs d'Israël ne peuvent pas vivre avec les Arabes. Impossible, c'est une mission impossible. Vous avez les moyens de rendre les choses plus possibles dans les années 50, au début des 50. D'ailleurs, Einstein, quand il avait rencontré Haeckel, il parlait de ça. Il disait que Einstein était différent de ce qui était en train de se faire en Israël. Il dit ça, c'est un peuple qui avait subi le troisième Reich, torture, Auschwitz, Dresde, Mellah chez tous les Arabes, indigné, ainsi de suite. D'accord? Alors, il avait besoin d'un foyer. Un foyer, ce n'est pas un État. Un simple foyer, là où il faut vivre. C'est-à-dire un grand Mellah. De là à devenir un État tortionnaire, là, c'est une autre paire de manches. Et là, l'erreur monumentale, c'est de considérer que c'est l'égide d'un État. Un État a sa propre définition. Abstraction faite sur terre, il y a un peuple, et il y a une géographie, et il y a un État qui veut rester dans les trois mots, que tout le monde sait, en cours de droit. Mais un État, c'est-à-dire sa fonction première, eh bien c'est une fonction où vous pouvez regarder le monde entier comment il fonctionne, vous ne regardez absolument aucun autre État fonctionne sous ce rythme du terrorisme de l'État. Ça n'existe pas. C'est un cas très exceptionnel, c'est Israël. Voilà. Et donc, considérer que Israël est un État, et je crois qu'il y a une erreur monumentale. Voilà. Et encore plus de se faire embobiner. Ya habibi kullu shay'in biqadar. Voilà ce qu'il dit en Tultulum. Et ça, c'est, comme ils disent en Liban, khatrak, si vous me permettez. En tout cas, les leaders de Hariri, de Nasrallah, il y a, je ne dis pas antagoniste, mais tout comme si Hariri fonctionne sous la forme des politiques européens, comme un politique français, comme un politique allemand. Et Nasrallah, il fonctionne sous forme de politique musulman, hein, des politiques musulmans, du Moyen-Orient, de quelqu'un du terroir. Hein, c'est quelqu'un et les deux, ils ne peuvent pas avoir un terrain d'entente. Je crois les deux discours étaient pour se rapprocher. Or, comme dit politique, c'est de rendre l'impossible possible, et de l'utopie d'hier, c'est devenu une réalité aujourd'hui.
ben, il faut qu'ils s'avancent. Ils ont des gens plus ou moins compétents dans les deux camps, des deux côtés, et il faut qu'ils arrivent à trouver un terme d'entente. Mais je crois qu'il y a encore une distance. Il y en a un qui mise sur la chute d'Assad, et même si Assad chute, et même, vous aurez toujours le problème. Et puis, est-ce que vous savez de quoi il est fait le lendemain? Vous ne le savez pas non plus. Parce que ça me permettrait de faire rentrer la chose de la Syrie. Et bien la Syrie, c'est la même chose. C'est, on parle de ce que Assad de lui-même démissionne et trouve une voie d'entente politique à ce qu'il est en train de faire. Je crois qu'il est un peu difficile. Je ne dis pas trop tard parce qu'il n'y a rien de trop tard. Mais tout comme si on n'exprime pas un état d'esprit, une intelligence politique, eh bien on n'est pas loin de dire que c'est une perte de temps. Je ne sais pas pourquoi la monnaie syrienne n'est pas encore dévaluée, ça c'est une chose. Et puis comment reconstruire cet état syrien parce qu'il est carrément au chaos. Et comme disaient les Égyptiens, bon, ben, ça ne s'arrête pas. Donc, les Russes, ils savent ce que c'est. Les Chinois aussi, les Chinois, ils ne sont plus dans un état de transparence sur ce qui est en train de se faire en Syrie. Seule la Russie. Seule la Russie qui a cette défense. Je, je trouve que Assad, c'est-à-dire quand on lui dit, par exemple, dernièrement Kerry, le secrétaire général, le secrétaire des affaires étrangères bizarre, il parlait qu'il faut que les pays arabes aident le président syrien de se retirer. C'est la pièce en équivalent, c'est-à-dire ce que j'appelle aussi la symétrie. C'est-à-dire après, chez les filles, on trouve les choses encore parallèles. Lui, Assad, il avait présenté un plan, or c'est un plan qui est une imposition d'une vue. Il ne s'agit pas d'un consensus. Comme il ne s'agit pas d'un consensus, ça devient un ordre. Vous voulez que je fasse le quoi que ce soit, vous suivez mon plan. Voilà. Or ça, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Il y a un consensus qui devrait se dégager et entre le président Assad et son opposition, pas l'opposition qui se trouve à l'intérieur. À l'intérieur, on voit encore les choses travail. Il y a l'opposition qui est à l'extérieur. Hein. Et l'opposition à l'extérieur, il n'est pas seulement représenté que par Khatib, mais il est aussi représenté par Ijishtar. Parce que ce sont des gens sur quoi aussi l'opposition se base, comme Assad se base sur l'armée syrienne régulière. Donc à la limite, on peut imaginer une rencontre entre les deux militaires, entre l'armée syrienne et l'armée de l'opposition, pour essayer de trouver une base de rencontre. À partir de là, on peut définir autre chose. Mais c'était la moindre des choses, c'était à Assad de présenter une vue. Cette vue, c'est-à-dire dire, oh moi je ne présente pas aux élections, aux prochaines élections. Je m'arrête. C'est ce qu'ils font tous les démocrates. Non, si vous utilisez et les autres ils vont nous trouver ça intéressant, rentrer dans d'autres espaces. Il me semble. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un retrait de lui-même. Oui. S'il lui a une intelligence. Maintenant, il considère qu'il a encore des atouts entre ses mains et donc il ne peut pas se le permettre et il veut qu'il garde cette opposition. Eh bien, qu'il la garde, mais il trouve une solution lui-même intelligente à cette solution. À commencer par trouver un consensus au lieu de jeter un plan d'une thèse.
Donc c'est pas ça, c'est que cherche l'opposition. Comment vous allez faire pour rendre le citoyen syrien heureux? Je dis pas qu'il trouve à manger, qu'il trouve à boire, qu'il trouve où dormir, ce n'est pas la mer à boire. Hein. Donc une deuxième république. Bon. Et puis, de toute façon, vous arriverez à un temps où vous devrez changer pour laisser la place aux autres. Ça, ce qui est une chose normale. Alors, de le faire maintenant ou de le faire après, c'est une question de temps. Et puis, moi. Mais c'est à lui, c'est à Assad. On parle, par exemple, quand je vois la presse, qu'il parle de. Il y aura une milice, et qui est une milice en train de se faire, de Hezbollah et des Iraniens en Syrie. Oui, mais tout est possible. D'accord? Tout est possible. Le feu est déjà, le pays est déjà fouillé à sang. Donc, personne ne peut travailler, personne ne peut occuper un poste de président de la République, personne ne peut gouverner la Syrie. Alors que la solution se trouve entre leurs mains, du gouvernement, d'Assad, et de l'opposition. Reste maintenant, ils veulent imposer un système, comme ils font les Israéliens, les Juifs. Ils ne comprennent que la force. Si vous avez une force, ils se retirent. Si vous n'avez pas de force, vous pouvez parler autant que vous voulez, ils ne vous écouteront pas. Quand Nasrallah n'avait pas de missiles, eh bien, pour eux, le Liban, c'était la promenade du coin, la corniche. Voilà. Maintenant, ils ne peuvent pas. Parce que c'est ça leur état d'esprit. Un état qui est faible, un état enfantin. Donc, ils sont loin de la politique, ils sont loin de tout. Et ne comprennent que ça. Les gens, quelquefois, oui. C'est-à-dire, au niveau du mercenaire, ils se montrent. C'est-à-dire, quand vous le voyez, ces juifs, vous dites, ça là, avec lui, vous pouvez parler, vous pouvez discuter. Or, ils sont loin du compte. Leur état d'esprit, est différent. Donc, ce que pratique Assad, c'est justement cet état un état enfant. Quoique l'opposition essaie de mettre trop d'eau hein, vers le vin, mais je crois que c'est Assad qui bloque. Mais c'est pas Assad en tant que personne, c'est le régime d'Assad. Assad, c'est un petit peu moderne, mais il est enchaîné. Voilà, tout simplement. L'ennui, c'est que de Assad, c'est-à-dire de la Syrie, le train du printemps arabe semble s'arrêter, on dirait, des avortements dans les autres pays arabes. Parce qu'il y en a encore qu'il faut qu'ils arrivent à avoir une démocratie. Je parle bien sûr du Maroc, l'Algérie, il y en a d'autres. Il y en a 22. Il y en a 4 qui ont pu avoir un changement. Bahreïn, il est en train de se faire. La Syrie aussi, donc ça fait 6. La Palestine, bon ben, c'est un État il est toujours en gestation. Et le Liban, d'accord 5, 6, 7, 8. Et il faut encore 12 autres, 14 autres. Comment il faut faire? Tous les gouvernements arabes qui n'ont pas encore été touchés de près ou de loin de ce train de compte arabe, eh bien, ils s'adaptent à des mouvements. Et ça, c'est pas normal. C'est pour ça que je dis, par exemple, pour le 20 février ici au Maroc, eh bien, il faut envoyer la sauce. Voilà, ça fait. Il faut, et puis, il faut trouver des places dans des villes, comme par exemple en Égypte, il y a Place Tahrir. Dans des autres capitales et des autres
les capitales des autres pays, il y a toujours des places. À Tanger, je crois qu'ils avaient trouvé une place, ils l'ont surnommée place Tifet. Voilà. Là où ils se rencontrent. Il y a où il n'y a rien, ils sont là. Ce sont des gens qui n'ont pas ni travail, ni boulot, ni. Qu'est-ce qu'il peut faire cette police? Qu'est-ce qu'il peut faire ce gars? Ils ne peuvent rien faire. Ce sont des gens qui n'ont rien. Vous leur donnez. Ils demandent leurs droits. On ne demande pas quoi que ce soit leurs droits. Il existe un État, il faut bien que l'État s'en occupe. Ce n'est pas l'État, c'est ce personnage abstrait qui va leur envoyer que de la force et que des bâtons, que des lance-armes. Non, il faut qu'il y ait une solution. Or, la solution ne peut pas venir avec ce que eux ont maintenant. Il n'y a pratiquement pas d'argent. Le budget de l'État américain, il y en a. Or, l'argent existe. Chez André Zola, quand c'est quelque chose 86 milliards, il y a 370 milliards d'euros. Donc, il y a de l'argent. Mais l'État en tant que système officiel, vous allez regarder, il n'y a rien. Il y a juste de quoi payer les fonctionnaires. Il y a juste de quoi faire un ou deux ponts. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, il faut qu'il y ait une première république marocaine. Voilà. Alors, je vous ai dit sur la question du bagag, et je me suis un peu étalé sur d'autres systèmes. Et donc, à partir de là, on a vu les intrants et les extrants de ce mode de fonctionnement. Et je vous ai parlé que la complexité de Brigag ne peut exister, il ne peut exister que dans un système de Brigag, mais simple, même pas moyen, simple, c'est-à-dire de niveau simple, parce que le dénominateur commun, c'est toujours la populace, et la populace a besoin de quelque chose qui doit être compréhensible. Alors, bien sûr, le Brigag, il entretient le monde, son monde, le monde des victimes. Il commence, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas encore dit, il commence d'abord par l'observation. Il observe la victime. Par exemple, moi je suis visuel, on nous mettra à la télé. Hein. D'autres, ils ont d'autres moyens. Et puis, on va essayer de concorder cette observation de la victime avec les points faibles de la victime, au point de déclencher un mécanisme de psychose, ou un mécanisme de peur, ou un mécanisme du mal chez la victime. À partir de là, la victime devient tributaire et il suit ce que le Brigag veut qu'il fasse, veut que la victime ou les victimes devraient faire. Il y a un projet, il y a un système de temps. Alors, bien entendu, le Brigag essaie d'éviter les choses. Par exemple, il évite toujours le contentieux juridique, c'est-à-dire pas de preuves. Si moi je pars, par exemple, il y a des spy caméras chez moi, comment voulez-vous que je le montre si je n'ai pas le détecteur de spy caméra? Et ça peut être juste des simples trous, ou avec un simple prisme, on peut le regarder. D'accord? Donc si vous arrivez à trouver la preuve, vous pouvez dire que vous avez commencé à mettre les choses dans ce cas. Voilà, c'est-à-dire vous avez commencé à avoir quelque chose. Bien sûr, ça existe. Par exemple, je peux prendre des présentatrices, je ne sais pas moi, d'une chaîne arabe ou d'une chaîne coréenne. Eh bien, il faut qu'il y ait tout un tenant pour dire et pour que les autres puissent dire ouais, oui, effectivement, on vous voit, on vous regarde. Même à la manade de Nasrallah, oui, il regarde parce qu'il y a des choses.
Et je vais même téléphoner, personne ne dira non, non, on ne vous regarde pas. Alors, qui regarde, qui voit, c'est tout dépend de l'interprète. Celui qui interprète les images, celui qui interprète le coup. Donc, donc le contentieux juridique, c'est la peur première de Bergeg. Or, le Bergeg, comme je vous ai dit, c'est le bras armé de tous les psychopathes juifs qui sont dessus. Parce que entre le Bergeg qui est sur le terrain et l'autre qui se trouve quelque part, soit ici, soit à New York, ou à Paris, ou ailleurs, bon ben, il y en a un qui exécute, et exécute ce que disent les autres. Et ils te font souffrir. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, si vous commencez, il y a une deuxième peur, c'est de pouvoir remonter, remonter la preuve, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un en main, de dire oui, vous avez pu faire quelque chose contre cette personne qui vous a dit de le faire. Ça, c'est une enquête de détecteur de police ou une simple détection ou une enquête, un enquêteur. Voilà, c'est ça qui va le faire. Donc, c'est ce qu'on appelle la relation inverse. Hein. Et là, remonter jusqu'où qui a pu donner les ordres. Parce que l'ordre, ça peut être donné, pas intégral, mais un simple sourire, et le brigade travaille. Ah, vous avez pu faire ça aussi. Voilà, l'autre, il doit continuer à foutre la merde. Bien sûr, sur quoi il se base le brigade, c'est la désinformation. La désinformation est un socle, et quelque chose qui est très important. C'est-à-dire, du moment que je peux faire une désinformation sur quelqu'un, j'arrive à manipuler toute une psychologie d'un groupe, toute une psychologie d'une société. Cela suppose que le nombre de brigades est important. En Égypte, Morsi, le président Morsi l'avait estimé à 350 000 Beltaghi chez eux, et ici avec 90 millions d'habitants. C'est-à-dire une population égyptienne qui avance de plus de 10 millions chaque décennie. Il y a du monde. Et ils ont 350 000. Ici, nous sommes à 35 millions d'habitants, c'est ce qu'on dit dans le cas officiel, parce que ils espèrent toujours les aides, donc il n'y a rien de clair, il n'y a rien de vrai. Et donc le nombre de brigades, facilement, il peut atteindre les 1 million, 1 million 5. Ça peut même être moins, mais l'efficacité est plus importante que le nombre. Alors, j'ajouterai quelques points comme ça pour essayer de bâcler. Alors, le brigade ne se fatigue jamais. Il ne se fatigue jamais. S'il fait la chose, il va le refaire. Il fait, il le refait. Si vous arrivez à trouver une issue, eh bien, il va vous laisser un moment, un temps, et puis il va revenir sur, sur le même point qui vous a fait mal au début. La redondance en psychologie. Toujours ça. Toujours. Mais il ne se fatigue jamais. Soit il vous prend pour un con, ou pour un idiot, ou on prend pour n'importe quoi, mais c'est un phénomène chez lui qui travaille instamment, sans relâche.
Bon, la désinformation, par exemple, quand on parle, il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais le feu, il n'existe pas dans la société, il existe chez eux. Vous êtes un opposant, vous n'êtes pas un opposant des gens. Vous n'êtes pas un opposant d'une société, d'une population. Vous êtes un opposant d'un pouvoir en place. Pour eux, c'est du feu, et du feu chez eux. Donc il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, les gens, comment ils vont comprendre tout ça? Puisqu'ils sont embobinés dans une, dans une, dans une philosophie où ils parlent comme des robots. C'est-à-dire, pourquoi vous et pourquoi pas ça et pourquoi pas eux. Mais du moment que la chose n'arrive pas à avoir un effet plus médiatique pour eux, l'erreur est de vous. Oui, mais pas de eux, ils n'ont rien fait. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, pas seulement en Syrie, comme on le voit dans les reportages, même ici au Maroc, les gens aiment bien beaucoup les juifs. Ça, ça leur permet, je vais même aussi dans la télévision LCP qui a eu, qui disait qu'ils se sentaient à l'aise avec les relations avec les juifs. Oui, mais quelles relations vous sentez? C'est parce qu'il sait, le juif, et qu'il y a des éléments de base qui doivent tenir. Mais si vous allez plus loin, vous allez trouver que c'est un camp de camps. Oui, et eux, c'est comme par hasard, ils sont tous mobilisés dans ces 24 protocoles. C'est la même chose. C'est la même tactique. Ah, on ne sait pas pourquoi ils ne cherchent que les Arabes. Alors il y a aussi bien sûr un autre point qui est le gag à peur, c'est celui d'être considéré comme un menteur et donc l'isolement. Ah, celui-là, il nous raconte n'importe quoi. Même ça, mais même cet état d'esprit, les gens ici aiment écouter le baguette. Quitte à eux vérifier à leur petite échelle ce que raconte et ce qu'ils racontent. C'est-à-dire les gens ils sont dans cet état d'esprit. Alors c'est une occupation, c'est une occupation. Les gens ils n'ont rien, rien, ni de quoi nourrir, ni de quoi se loger, et par-dessus le marché, il cherche l'intelligence zéro, se faire le malin. Les choses sont claires. La marche sur Rabat, une marche sur Rabat. Voilà, on veut notre première république marocaine. Une place, toujours, tous les jours, tous les jours. Là, on vous enlève et vous revenez. On enlève, vous revenez. Alors il n'y a pas que, tout le monde est touché. Il ne faut pas oublier que les snippers dans les pays arabes, ça dépend de ceux qui envoient les snippers. Oui, alors il y a un autre point aussi qui est très important. Je crois que le système de Bergeg, par exemple, ici au Maroc, est à l'état où il se trouve, parce qu'une première république marocaine, il n'y aura plus de Bergeg, ça c'est certain. Pas à retourner à ce système, il n'y a rien, il ne faut pas y retourner. Mais ce système, s'il peut durer N années, N décennies, je ne sais pas moi, 200 ans, 300 ans, et la victime vit de 100 ans, 300 ans, je ne sais pas, c'est-à-dire il vit le temps qu'il vivra, eh bien le Bergeg est toujours là. Il s'accroche sur la personne. Il s'accroche. Il ne laisse pas les personnes vivre.
J'ai entendu Nasser dans la télévision de Yoruba, par exemple, où il parlait, il disait un pardon pour tous les frères musulmans et une deuxième pardon parce que si les gens ils ont pu faire quelque chose, on les pardonne et même ils peuvent avoir leur promotion et ainsi de suite. Déjà de là-bas, on savait que une dictature, quand elle touche les gens, il n'y a ni promotion ni quoi que ce soit. Même si on les laisse vivre avec des tâches. C'est-à-dire, il faut qu'ils servent toujours d'exemple. Quelle torture! Faut pas croire que c'est simple parole. Faut vivre ce genre de cauchemar qu'ils nous font endurer ces camps de psychopathes. Entre guillemets, les camps. Cette fois-ci, une vidéo va durer un peu plus longtemps. Oui, juste un dernier point, que le Gag utilise toujours l'illettrisme des gens, l'ignorance des gens. Ce sont des gens qui sont ignorants, ce sont des gens qui sont illettrés, qui ne comprennent pas. Et ils ont fait de cette tactique un jeu de société. Comme si vous jouez au Monopoly ou je ne sais pas quoi. C'est comme ça. Ça varie de cette sorte. Ça ne va pas qu'ils font souffrir à la société. Alors bien sûr, tout ce que je viens de vous raconter, c'est une modélisation d'une toute une société. La société devient un modèle, un mode de fonctionnement. Ça fonctionne ainsi. C'est pour ça que les gens qui vivent en Europe ne peuvent pas venir vivre chez eux en Europe. Là-bas, ils ont toujours acquis une certaine forme de vie, une démocratie. Mais quand ils viennent ici, ils ne peuvent pas. Ils sont formatés européens. Quand ils viennent ici, ils ne peuvent pas vivre ici dans ce format. Si vous commencez à fonctionner chez vous au Maroc, par exemple, avec l'état d'esprit européen, cela ne peut pas marcher. Impossible. Les gens, ils ont un mode, ils ont un mode de fonction, une mode de pensée. C'est une espèce de mode de pensée. Et c'est ce mode de pensée qui fait que cette société se trouve en déphasage avec tout un monde, avec tout le monde, avec le monde civilisé, bien sûr. Et d'où, bien sûr, l'immigration, et d'où, bien sûr, l'esclavagisme ailleurs, et même l'esclavagisme chez eux. Donc, ils ont fait de ce Maroc un État esclave, comme ils ont fait aussi de l'Algérie, des autres pays. C'est-à-dire, les gens, ils n'ont plus le droit à penser, juste à penser. Du moment que vous arrivez à penser tel, on va vous envoyer du baguette qui va détourner votre pensée. Et puis, après tout, vous regardez le ciel, il est toujours bleu. Hein, il y a il y a la... Voilà. C'est... Et là, maintenant, si vous parlez politique, eh bien, les gens disent, ils sont habitués, ils sont nés dans ce mode de fonctionnement. Pourquoi parler politique avant, ils se contentaient d'un kilo de beignets. Il y a d'où qu'aujourd'hui, 2 beignets, 3 beignets, pas plus. C'est tout. C'est-à-dire 250 grammes, pas plus.
C'est, c'est, ce sont des gens qui ils apprennent à vivre avec le fait accompli. Or, le fait accompli, il n'y a rien de fait accompli qui ne peut être imposé de l'extérieur, qui ne peut être imposé par autrui. C'est le peuple qui décide. Je veux vivre, moi, et je dispose. Ce n'est pas le fait que ce qu'on va vous raconter, c'est-à-dire ce que racontent les pouvoirs en place et dire bon voilà ce qu'on a en tout à fait. Non, nous avons plus que ça. Nous avons une bonne agriculture, nous avons des poissons, nous avons ci, nous avons ça. Et c'est le même prix qu'on trouve, par exemple, l'autre jour j'ai vu un reportage sur le prix de poisson en Égypte, et bien c'est exactement ce qui se passe ici. Sardine, ce qui est le moins cher, il coûte 2 euros le kilo. Eh bien, si vous voulez manger le poisson comme il faut, eh bien, il faut y aller pour plus de 5 à 6 euros le kilo. Et 2 euros ici, ça fait 4 euros pour un simple ouvrier. Aux États-Unis, Obama il vient d'annoncer une chose qui me paraît plus importante, à 9 dollars l'heure. 9 dollars l'heure. Une heure à 9 dollars. Hein, c'est-à-dire 7, 5, 8 dollars, 8 euros l'heure. On fait l'échange dollars et d'euros. Voilà. Alors, vous travaillez 10 heures pour 5 euros. Alors, en Égypte, ils ont foule, fèves, voilà, des choses du bricolage. Hein, et ici, ils ont les pâtes, c'est-à-dire le refa, le meloui, et puis atay, et c'est tout. Et les gens, on dirait, des esclaves. Ils n'osent pas dire non, on a besoin aussi de poulet, on a besoin aussi de manger de la viande, on a besoin aussi de manger de poisson. Et le poisson, nous en avons. Nous avons. Il y a les bateaux japonais qui viennent ici chercher tout ce qui est dans les mers marocaines. Tout. Des contrats passés, ainsi de suite. Le Marocain ne voit pas la couleur de cet argent, de ces accords. Abstraction faite sur les accords qui ont été passés avec l'Union européenne. Et pourtant, il existe un peuple qui crève. Poisson, il y en a. C'est-à-dire, on ne devrait pas trouver le merlan, pas plus de 1 euro, 2 euros au maximum le kilo. Aujourd'hui, si vous n'avez pas 6, 7, 8 euros, vous ne pouvez pas acheter, pas avoir votre kilo de merlan. Alors, c'est ça la première République marocaine, c'est de faire avancer les choses, c'est de faire monter le pouvoir d'achat et de tenir compte de la consommation des gens. Par exemple, le salaire, il ne devrait pas y être moins de 6 dollars, j'allais dire, 6 euros, 6 euros l'heure. Et ils ont les moyens de payer ça. L'heure, pas 5 dollars, pas 5 euros ou 6 euros la journée. Tu fais 10 heures. Bien sûr, il récompense avec le fait, dans les 10 heures, on le laisse travailler ce qu'il veut. Mais vous ne lui donnez rien. 5 euros pour le faire avancer, faire travailler un ouvrier pendant 10 heures, ils savent récompenser. Mais le payé reste toujours en arrière. Il ne peut pas avancer. Donc le seul avancement qui peut exister, c'est l'avancement politique. Si le peuple avance politiquement, s'ils s'engagent et disent bon, on a assez, vous voulez le tuer, eh bien tuez-le. Il n'y en a plus. Pourquoi on va rester dans cet état de tuer? Pourquoi on ne vit pas. Nos enfants, ils ne peuvent pas vivre. Alors tout le monde, ils vont quitter les pays. Le Maroc pour l'Europe, ou les États-Unis. Et alors ils ont le pays. Un beau pays. Quand vous mettez des spy caméras chez la personne, comment il peut se marier? Comment il peut avoir une relation avec sa femme? Comment il peut bouger? Comment il peut travailler? Si vous, quand vous arrivez, par exemple, à voir
chez les gens qui disent il faut toujours en discuter avec les gens. Alors, il n'y a pas des gens, on ne discute pas avec les gens, on discute avec le brigag. Et le brigag est au courant par les spy caméras ce que la personne a besoin. Et donc, c'est comme il existe une espèce de centrale qui essaie de rédiger les problèmes à leur niveau, mais pas au niveau de la victime concernée. Donc, c'est tout un cercle vicieux. Et ce cercle vicieux ne peut être détruit que par la première république marocaine. Il n'y en a pas d'autre. Et Srat Neda, voilà, c'est une bonne chose. Je vois par exemple en Jordanie, on parle de Srat Neda en Jordanie. Et il parlait que le roi maintenant il acceptait que la décision peuvent se trancher, décision politique peut se trancher entre le Parlement et c'est-à-dire que l'influence du palais royal est en diminution. Et puis on entend aussi qui c'est le roi. Le roi, il dit c'est ça. C'est carrément, on est dans un autre monde. Hein. Alors bien sûr, ceux qui sont invités dans les télévisions ne sont pas des gens de monsieur ou madame tout le monde, ce sont des gens du pouvoir. C'est comme en Syrie, quand on voit Akhbaria ou la Syrie TV, eh bien, c'est rare de voir des opposants vraiment s'exprimer dans ces chaînes de télévision. Alors c'était la moindre des choses. Exactement, comme Orient TV, ils n'invitent pas les gens qui sont dans un autre, de l'autre camp. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont toujours du pouvoir. Alors ce qu'on voit, par exemple, dans les chaînes de TV syriennes, eh bien, il n'y a plus de débat. Et les débats se tournent toujours sur nous, on veut notre président Assad, on veut notre système, et le président a déjà présenté ci, a déjà présenté ça, comme en Jordanie, Sidna l'a dit ci, Sidna l'a pas dit ça, qu'il aille faire foutre. Parce que ça, c'est de la mensonge. Parce que ça, vous voulez faire dormir les gens debout. Et ça, c'est pas possible, ça. Le Jordanie, c'est un fils d'une Britannique. Et je ne dis pas qu'il s'agit d'un défaut pour que ce soit, mais disons qu'il est un peu loin de la réalité. Comme les autres, dans les autres pays arabes, ils sont loin de la réalité. Ils s'accrochent, et jusqu'où Jusqu'où Il n'y a pas une certaine intelligence politique. Moi, je crois, par exemple, le Juan Carlos d'Espagne était un intelligent. C'est un type qui a travaillé vraiment son pays en 74, 1974, 1975, 75, 76. Voilà. Donc il a fait passer son pays d'un État, c'est-à-dire un État sous forme, il avait son père et ses grands-pères, à un État un système à la britannique, où le Premier ministre qui gouverne, où il y a un chef de gouvernement, où il y a une opposition, il y a tout. C'est que le système de roi ne peut pas fonctionner avec un peuple de plus de 30 millions d'habitants. Ça, il n'a jamais existé. Autant qu'il existait dans le temps, c'est l'histoire. Alors, vous remontez à 10 siècles avant, 4, 6 siècles, il y avait 1 million, 2 millions, 3 millions d'habitants. On peut prétendre qu'il y avait un roi. Mais, ou si vous montez encore plus loin, vers l'époque grecque, il y avait 100 000, 200 000 personnes, on peut considérer, et même il y avait 200 000, il y avait une espèce, une espèce d'aération, des bouées de sauvetage que les gens peuvent ne pas adhérer à ce roi. Avec des millions, vous considérez encore un roi, et les gens sont des esclaves. Alors vous faites monter ce que vous voulez, des bataillons, des espions, et des 24, pas des 24 protocoles, encore plus de 24 protocoles, ça ne servirait à rien. Absolument à rien. Il vaut mieux travailler des choses à l'aise, dire bon voilà, même le système britannique, les gens quand ils font les sondages là-bas, ils disent qu'ils ne veulent plus de la reine Elisabeth. Ça y est,
ce système royal, ils n'en veulent pas. Mais les gens sont divisés. Il y a une espèce de démocratie. Et ce n'est pas, c'est pas le roi qui gouverne, c'est d'autres. C'est-à-dire, même en Hollande, même dans d'autres countries. Et ici, encore pire. Ici, il y a un changement radical. Ah, bien sûr, le jugement qu'on est. Juger le Lubergag, oui, c'est une tâche qui est très importante. Le Lubergag, c'est-à-dire quand vous prenez le bras armé, vous dites à la fin, il va vous dire, c'est-à-dire on s'est fait avoir. Mais si on vous a dit de toucher vos enfants, est-ce que vous allez les toucher? Ah non. Si on vous a dit de vous jeter à l'eau, est-ce que vous allez le faire? Non. Alors pourquoi vous venez emmerder les autres? Ah, parce que vous avez besoin de vivre, et ces quelques sous qui viennent d'un simple hitbagig, c'est plus simple et plus facile, avec une carte blanche dans les hôtels et dans les meilleurs endroits. Il n'y a pas mieux que ça. Voyez-vous, malin? Bien sûr, il y a des conséquences de ce truc, c'est-à-dire les gens qui sont touchés, qui, parce qu'un des remèdes de ce Bergek, c'est de parler, c'est de dire qui est le Bergek, comment vous le concevez, comment il vient vous voir, comment il s'introduit dans votre vie. Si vous ne dites rien, vous gardez ça pour vous. Pour eux, il n'y a pas mieux. Ça devient une opération chirurgicale. Et ils vous tiennent quand ils veulent. À partir de là, la victime tombe dans des maladies telles le diabète. Parce que, telle aussi l'accumulation psychologique, c'est-à-dire les gens ils deviennent des fous, à la limite. C'est l'essai de se résoudre et comment. Alors, ce posting, il est très 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 long. J'essaierai d'aller plus loin et de très vite, mais il y a encore d'autres choses que je pourrais dire. Il y a une suite à ce posting. À ce posting de Brigade. Maintenant, je dirais deux ou trois mots sur le Mali. Le Mali, je crois que l'intervention militaire française est une intervention qui n'a pas de base. Que François Hollande peut-être s'est fait avoir par ses conseillers, c'est possible, mais je crois que lui, il essaie de toujours se montrer un peu malin et fatigant à la fin, mais son intervention ne sert absolument à rien. On m'a dit, non. Alors il a des intérêts. Bien qu'il dise qu'il n'en a pas d'intérêt, si, il a des intérêts. Peut-être l'intérêt, on ne le voit pas tout de suite, mais il y a des intérêts qui se profilent à l'horizon. D'ailleurs, un des intérêts, le Niger a demandé à la France une assistance militaire pour la surveillance des mines d'uranium. Voilà. Et bien sûr, la France a accepté d'apporter un soutien. Alors, pour s'y faire, je crois qu'il faut mieux aller plus loin. Apporter un soutien et montrer de bonne foi, accorder la nationalité française aux anciens militaires qui ont pu faire et qui ont fait les guerres de France, par exemple en Indochine, qui ont vu Dien Bien Phu, la chute de Dien Bien Phu. Et vous savez combien ils étaient? Ils étaient nombreux, ces militaires, officiers, sous-officiers, hommes de troupes militaires à Dien Bien Phu, des Marocains, des Algériens, des Maliens. Et les Français, il n'y avait pas beaucoup, ils n'étaient pas nombreux. Admettons qu'il y avait un dosage, mais
à ces gens-là de leur accorder la nationalité française. X ou Y raison n'avait pas demandé à l'époque, ce n'est pas une raison de jouer sur les intentions premières des gens. Quand vous, quand vous engagez quelqu'un à l'armée, aujourd'hui, par exemple en France, il faut qu'il y ait la nationalité française. C'est une des données. Le pays était colonisé, ça veut dire d'office, ils avaient la nationalité française. On peut se demander, on peut faire l'impasse pour les militaires qui n'avaient pas voulu faire cette guerre, qui n'avaient pas voulu faire ces guerres de France, et ils sont retranchés, et même ils sont retirés, et ils avaient même quitté l'armée française de l'époque, quitte à revenir des fenêtres quand l'indépendance y était. Et ils sont même atteints les grades de colonel. Les pauvres cons. Alors, entre guillemets, cons. Je disais que donc la France devrait accorder, bien sûr, leurs enfants peuvent avoir la nationalité française à partir de leurs parents, mais ça c'est la France donne à tour de la nationalité française chaque année à plus de 100 000 voire 200 000 étrangers chaque année. Ces Français qui ont ces anciens combattants qui ont pu faire les guerres de France, même les guerres, hein, ils ne sont pas si nombreux. À tout casser, ça va faire 20 000, à tout casser. Mais l'idée première n'était pas là. L'idée première était de jouer avec l'ignorance des gens. Voilà ce qu'il fait, ce qu'il avait fait, et ce qu'il fait toujours. Alors toujours, je sais pas, peut-être François Hollande peut le faire différemment, peut accorder, ça dépend, c'est une loi qui devrait être circulaire, à la limite. Et ce n'est pas le même cas d'esprit que de demander le vote aux étrangers. Ça, c'est autre chose. Le cas de ce que je dis, c'est-à-dire accorder la nationalité française, toute la classe politique française est pour. Toute la classe. Y compris Le Pen. Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Maréchal Le Pen qui est à l'Assemblée, tout le monde. Parce que ça, personne ne peut rien. Personne. Ce sont des gens qui ont pu s'aventurer dans leur vie. Sans eux, leurs enfants n'étaient pas là. Ils ne seront pas là. Vous comprenez? Donc, peut-être François Hollande peut faire quelque chose dans ce sens, mais ça dépend de plusieurs facteurs, peut-être pour lui. Mais revenons sur la question du Mali. Le Mali, non. Mali, il a déjà un problème entre les libérés rouges et les libérés verts. C'est toujours dans la même unité d'armée. Et ce sont des gens qui non plus ne se battent pas pour c'est pas pour le pouvoir, mais c'est pour un État démocratique. Ils veulent avoir un pays qui doit être rentable, qui doit produire, qui doit avoir leur mot à dire. C'est ça, c'est le capitaine Sanogo, c'était son idée première. D'ailleurs, maintenant, il a obtenu d'autres tâches du gouvernement civil. Hein, c'était le putschiste d'avril 2012. Mais je crois qu'il a la même idée, qu'avait le capitaine Thomas Sankara à Burkina Faso. Ce sont des gens qui voulaient une démocratie chez eux. Voilà. Alors dire que maintenant que le Mali peut tomber dans une guerre civile comme c'était auparavant la guerre de la Biafra au Nigeria, non, je ne le crois pas. Je ne crois pas. D'abord, il n'y a pas un centre d'intérêt, il n'y a pas une région qui produit plus que d'autres de pétrole ou quoi que ce soit. Le pays est pratiquement musulman, donc mais il y a cet état d'esprit de rendre
un pays plus rentable, plus productif. Il n'avait pas besoin d'une armée pour chasser quelques islamistes qui veulent bien prêcher leur Coran, mais ce n'est pas ça. Et même dans l'armée malienne, il y a des musulmans, et des bons musulmans, et même des djihadistes, s'ils voulaient faire un coup d'État. Supposons qu'il existe un État, car le Mali n'a toujours pas d'État. Bon, ça en ce qui concerne le Mali. Mais maintenant, on peut parler du cadre financier pluriannuel européen, où je vois par exemple à la page 4, on parle de la structure du cadre financier pluriannuel pour la période 14-20 sera la suivante. Sous rubrique la compétitivité pour la croissance et l'emploi, qui inclura le mécanisme par l'interconnexion en Europe. Ensuite, sur rubrique cohésion. Ensuite, la rubrique 2, croissance durable. Troisièmement, rubrique 3, sécurité et citoyenneté. Rubrique 4, Europe dans le monde. Dans l'Europe dans le monde, il faut d'abord une défense européenne. Une défense européenne, une défense qui peut être une défense purement européenne. Déjà sur ce point et déjà sur d'autres, l'Europe n'est pas unie sur cette idée. Je préfère rester avec le temps. Alors, moi je disais que ici encore il y a la rubrique 6, compensation. Moi je dirais qu'on peut ajouter une rubrique qui me paraît importante, c'est la rubrique rubrique 7 si on veut, c'est l'Europe et son voisinage direct. Son voisinage direct du Sud. C'est-à-dire parce que le voisinage sud est arabe et musulman. Donc c'est ce chapitre qui manquait à ce cadre financier. Comment rendre la Méditerranée vraiment un voisinage d'Europe. D'abord, plus de visas, parce que c'est important pour essayer de vivre ce monde et puis de l'aider à décoller. Parce que à décoller, et moi je crois que la meilleure des choses, c'est on reviendra aussi sur ce point, parce que je fais un peu plus que le nécessaire sur le posting, et je le fais le matin, et maintenant 7h06, ça fait un peu beaucoup. Hein. Je ne sais pas si le YouTube va l'accepter ou pas. Alors, j'essaierai par la suite de vous dire, de vous donner une vue, c'est-à-dire théorique, de ce que peut être les 22 pays arabes qui doivent avoir un système de politique qui ressemble fort à celui de l'Europe. Sans ça, on ne peut pas vivre dans un monde qui est déjà en avance, celui de l'Europe, et avec un monde qui est vraiment l'arrière-cour des 22 pays arabes. Alors, pour s'y faire, par exemple, ce cadre financier pluriannuel, on pourrait là aussi, les 22 pays arabes peuvent aussi avoir leur cadre financier pluriannuel. Et voilà, pour, par exemple, ici, rubrique 4, l'Europe dans le monde, eh bien, les 22 pays arabes dans le monde. Hein, il n'y a pas que le côté des musulmans, il y a le côté, et tous les autres côtés, je veux dire, plus intéressants. Côté administratif, plus de corruption, plus de ça. Tout ça, on peut avoir une vue plus générale. Mais avant, il faut qu'il y ait 22 pays arabes, 22 républiques marocaines. 22 républiques. C'est-à-dire ici, c'est la première république marocaine. Il y avait 22 pays arabes, 22 républiques. Il y a un état de droit. Il y a les trains, il y a les infrastructures, il y a les autoroutes, il y a du travail à faire. Et
Et pourquoi ne pas arriver? Ça, c'est une évidence. Alors, je suis à 1h50. فإن الحظ شان. Voilà. Il est 7h08. Voilà.